Bonsoir à toutes et à tous pour cette émission exceptionnelle de Live and Let Live spéciale Moonraker. Avec ce soir, pour vous, un liveur, petit nouveau dans Live and Let Live, mais ancien de la communauté bondienne qui, depuis Shademaker, n'a toujours pas digéré la fondue, Eric Saucine. Bonsoir à tous. Salut Eric. Un liveur qui a du mal à tousser dans son coude, vu qu'il l'a souvent levé, Dominique Kiefer. Un liveur qui ne peut plus aller au restaurant après 22 heures, mais qui est sans nul doute le seul à pouvoir passer 22 heures d'affilée devant Casino Royale 1967, Guy Eloi. Un liveur qui, à l'instar de Barbara Bach, aime faire partager sa chaleur animale, José Mora. Et enfin, alors j'avoue que celle-là, je ne l'assume pas tellement, évidemment, alors je la tente quand même. Un liveur qui, quand il a passé son baptême de l'air, a voulu franchir le mur du fion, Damien Nassiri. Salut tout le monde. T'as raison de ne pas l'assumer, je crois. Bonsoir messieurs, aujourd'hui pas de dame dans l'équipe. Nous saluons Magali tout de même pour sa première participation la semaine dernière. Et je vous rassure, chers messieurs, chers fans, elle sera de retour dans quelques temps. Ceci dit, ce soir, nous accueillons un nouveau liveur, membre depuis plusieurs années du club James Bond. Depuis combien de temps, Eric ? Oula, 2000, 1999, 1998, je sais plus, 20 ans, quoi. Pour le monde ne suffit pas pour Damien, Voilà. pour qu'il arrive à se repérer. Arrivé grâce à Pierre Rodiac, d'ailleurs. Ouais. On salue Pierre. Pierre, si tu nous regardes, comme dirait Michel Drucker. Également connu, Eric, pour avoir réalisé la trilogie des chats, comme on l'appelle, trilogie de fan-film sur James Bond avec Shame Lady, Shatterhand et Shademaker. Vous l'aurez reconnu, bien évidemment. Bienvenue à toi, Eric Saucine. Merci d'avoir accepté de devenir liveur dans notre émission. Avec Salut, grand Eric. plaisir. Merci. Merci. Alors, pour cette spéciale Moonraker, nous recevrons Béatrice Liebert en troisième partie. Alors, on a un programme chargé aujourd'hui. Hein. Le menu est très chargé. J'espère que Eric arrivera quand même à digérer sa fondue depuis le temps. Nous allons démarrer tout de suite avec la chronique psychologique du méchant par Dominique Kiefer. Spécial Moonraker oblige. Dominique, ce soir, tu vas t'intéresser à Hugo Drax, interprété par Michael Lonsdale. C'est bien ça ? Hugo Drax et parallèlement à Stromberg. En fait, je vous en fais deux pour le prix d'un ce soir. Oui, et ben, un petit peu comme la semaine dernière, hein, il y a 15 jours pour Diana Rigg. C'est un petit peu notre façon dans Live and Let Live et dans Planète 007 de rendre hommage à son interprète Michael Lonsdale, qui est décédé il y a quelques semaines. Jingle. Donc de Karl Stromberg et de Hugo Drax. Je procède ainsi car il existe de grandes similitudes dans les caractéristiques de ces deux personnages, distants d'un film dans la saga. Ce sera également l'occasion de rendre hommage à Michael Lonsdale, tout récemment décédé, et de nous inscrire dans la logique de cette spéciale Moonraker. Concernant Karl Stromberg, vu qu'il n'apparaît pas dans les romans, je vais bien sûr m'axer sur l'interprétation de Kurt Jürgens dans L'espion qui m'aimait, et concernant Hugo Drax, je ferai quelques références au roman, en plus de m'intéresser au personnage campé par Lonsdale dans le film, car le Drax du roman Moonraker est sensiblement différent de par son background et mérite qu'on s'y intéresse. Alors, qu'observe-t-on chez Stromberg et Drax et qu'est-ce qui les rapproche? Comme d'habitude, je vous pose d'abord la question, si vous avez des observations, messieurs. Est-ce que vous pouvez commencer à m'aiguiller? Roger Moore, c'est Roger Moore qui les rapproche, non? Ben, ils veulent tous les deux créer leur monde idéal. Oui, Des vrais mégalomanes. Tout à fait. Et alors, ils ont aussi physiquement, ils sont déformés. Tu as Stromberg qui a des palmes dans le film et Drax dans le livre est défiguré. Alors, n'ayant pas lu la novélisation de Christopher Wood, tu me l'apprends. Tu parles du roman Non, oui, toujours dans le film. Fleming, oui, effectivement, il est défiguré après la guerre, oui, tout à fait. Excuse-moi, j'y étais pas, Guy. Autant pour moi. Donc, oui, effectivement, il y a une malformation physique, il y a la mégalomanie, comme vous l'avez dit, il y a la volonté de créer un monde idéal.
Donc, ce sont deux personnages puissants et riches qui possèdent un empire considérable. Le Suédois Stromberg dans le domaine maritime et le transport de pétrole avec sa compagnie Stromberg Shipping Lines, l'Américain Hugo Drax dans le domaine de la conquête spatiale avec Drax Industries. Je dis américain car dans le roman, Drax est un Allemand qui se fait passer pour un Britannique après la guerre. Les deux hommes sont excentriques et mégalomanes, vous l'avez bien noté, et utilisent leur fortune pour poursuivre leur but, mais également pour s'offrir des caprices somptueux. Une base sous-marine pour Stromberg, un château dont chaque pierre a été importée de France jusqu'en Californie pour Drax. Et effectivement, ils ont chacun une obsession. Le monde sous-marin pour Stromberg, l'espace pour Drax. On note également une froideur du contact chez les deux. Stromberg refuse même de serrer les mains, ne supportant pas le contact physique. D'ailleurs, lorsqu'il kidnappe Triple X à bord de l'Atlantis, il l'a fait entraver, mais semble davantage vouloir la contempler que de réellement lui faire subir ses outrages. Drax est particulièrement cassant et peu souriant. Il semble avoir une certaine idée de noblesse de lui-même et rechercher la compagnie de personnes aussi nobles que lui, notamment les Drax Girls dont certaines portent le titre de comtesse. Mégalomane donc, avec un but commun de destruction de l'humanité afin de mieux servir leur obsession. Stromberg en accélérant un conflit entre Américains et Russes afin de déclencher l'apocalypse et rebâtir un monde sous la mer. Drax en gazant l'humanité entière, en se réfugiant dans l'espace afin de renvoyer plus tard la race parfaite d'êtres humains qu'il aura créée. Chacun des deux se croit investi d'une mission de purification. Les doigts palmés de Stromberg devant le conforter un peu plus dans cette conviction qu'il est né pour reconstruire le monde sous la mer. On note un autoritarisme et une psychorigidité qui ne sauraient souffrir la contradiction chez les deux bonhommes. Stromberg n'élève jamais la voix, mais n'en est que plus terrifiant pour ses subordonnés. Souvenez-vous de cette phrase lourde de sens et de menaces balancée au capitaine du Liparus qui l'informe d'une mutinerie. Infiniment regrettable. J'ai bon espoir, commandant, que vous saurez vous épargner d'autres mésaventures. Drax n'élève guère la voix non plus, à une exception près, mais montre une perte de contrôle plus facile que Stromberg lorsqu'il intime l'ordre à un Jaws hésitant d'expulser Bond et le docteur Goded. En bref, si vous travaillez pour ces deux-là, Stromberg ou Drax, on sent qu'il ne faut pas se louper. Ça vous ne rappelle pas une certaine organisation dont le chef ne tolère pas l'échec? Tous deux Spectre, se sentent... tu parles? Comment? De Spectre, tu parles? Quelle perspicacité, Mathieu, bravo. Tous deux se sentent investis d'une mission et pensent œuvrer pour le bien en détruisant une humanité qu'ils estiment décadente et corrompue, pour mieux la reconstruire ensuite. Les mots de Stromberg sont encore une fois éloquents en ce sens. Notre civilisation est corrompue, inévitablement, elle court à sa perte. Je ne fais qu'accélérer ce processus. Et lorsque le major Amasova lui rétorque qu'il s'agit d'un génocide sur le plan mondial, il se drape dans une dignité pas vraiment feinte en répondant « Pour cela, major, je m'en remets au jugement de la postérité ». On note une cruauté plus présente chez Drax, qui ne lésine pas en termes d'ingéniosité pour tuer ses gêneurs et semble y trouver un certain amusement. Il tente d'assassiner Bond dans une centrifugeuse sabotée, il fait dévorer son assistante par des chiens, tente encore de tuer Bond en le jetant en pâture à un python ou en le faisant incinérer par les flammes de sa navette lorsqu'elle décolle. Sa phrase « Vous déjouez toutes mes tentatives pour vous offrir une mort amusante » est lourde de sens. J'y voilà une dimension perverse qu'on observe aussi dans le plaisir qu'il éprouve à humilier le ministre britannique de la Défense qui pénètre masqué dans son bureau. Concernant la notion de perversité, elle ne représente pas selon moi la composante principale de la personnalité de Drax, donc je ne la développerai pas plus avant ici, elle fera cependant l'objet d'autres chroniques sur d'autres méchants. Stromberg semble plus dans l'utilitaire lorsqu'il assassine ou fait assassiner, sans y prendre un plaisir de contemplation. Quoique la scène où il fait exploser l'hélicoptère du docteur Beckman et du professeur Markovitz me fait mentir. Sauf lorsqu'il est dans la vengeance, comme lorsqu'il jette sa secrétaire qu'il a trahie au requin. Les éléments de persécution, ils ont ça en commun. C'est l'humanité tout entière qui persécute les deux hommes. Elle est laide et corrompue, ils se doivent de la faire disparaître. La persécution des deux personnages est aussi mise en évidence lorsqu'ils sont trahis par leurs subordonnés. Un tel manquement ne pouvant être puni que par une mort atroce. Il est intéressant de noter que les deux choisissent de faire tuer une traîtresse en la faisant dévorer par un animal. Alors, Stromberg et Drax, froideur du contact, mégalomanie, persécution, idée de grandeur, psychorigidité, Est-ce que vous avez une hypothèse, messieurs, en termes de diagnostic? Sont dingues.
Bien, bien, bien. Ah, Damien, je te pensais meilleur étudiant que ça. Tu m'avais surpris lors des premières chroniques. Il en est qu'à vivre et laisser mourir au niveau des romans. Eric, je crois que tu as une hypothèse? Corrigidité, ouais, il me paraît bien. Hein. La Comment manière tu dis? coincée, pincée de s'adresser aux héros. James Bond, vous arrivez aussi inéluctablement que la mauvaise saison. Donc, toi, ton hypothèse, c'était quoi? J'ai pas entendu ce que tu as dit avant, Eric. Corrigidité. Alors ça, c'est une caractéristique, mais c'est pas un diagnostic. Mais effectivement, ça fait partie des caractéristiques du personnage. Bon, allez, on y va. Voilà encore 2 superbes cas de paranoïa. Les 2 individus sont persécutés et leurs ambitions doivent entraîner un impact dramatique sur l'humanité. Ils sont encore une fois comparables aux grands dictateurs de l'histoire. La comparaison étant encore plus évidente entre un Drax et un Hitler, les deux œuvrant pour une pureté de la race humaine. Rappelez-vous de la différence entre une structure de paranoïa et une paranoïa décompensée, c'est-à-dire déclarée. La structure de paranoïa représente des traits de caractère inhérents à ce type de personnalité. La paranoïa décompensée, c'est la maladie déclarée. Comme le docteur No, la paranoïa décompensée. Je le mets plus du côté de la paranoïa décompensée, effectivement, quoique c'est toujours la frontière est toujours fine dans les James Bond. Étant donné l'ampleur des projets des 2 hommes, je penche vers une paranoïa décompensée là aussi. Ce serait également le cas pour le Drax littéraire, dont le persécuteur désigné est l'Angleterre elle-même. Donc c'est un parano aussi, en fait. Hein. À l'instar d'un Trevelyan dont il cherche à détruire la capitale en manipulant sa patrie d'adoption, se laissant passer pour un pionnier et une chance pour cette patrie, pour mieux la trahir ensuite. Je rappelle donc que le Drax des romans est un soldat allemand qui se fait passer pour un Britannique amnésique après la guerre, qui fait ensuite fortune et organise le lancement d'une fusée qu'il compte en réalité retourner contre Londres. Je rappelle également que les grands paranoïaques de la saga utilisent souvent un homme de main psychopathe pour les épauler. Stromberg et Drax ne font pas exception. Ils emploient d'ailleurs le même Jaws. La psychopathie de ce dernier se dément toutefois lors de son malheureusement revirement à la fin de Moonraker. Vous aurez donc bien compris pourquoi j'ai mené cette analyse clinique conjointement entre Stromberg et Drax, qui à bien des égards se ressemblent, bien que campés par 2 grands comédiens, tous 2 particulièrement charismatiques et élégants. Concernant notre Michael Lonsdale binational, qui vient de nous quitter, on peut dire que comme tous les acteurs ayant participé à la saga, il a accédé à une forme d'immortalité. Voilà, messieurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette chronique vous aura plu. Damien, réaction des internautes. J'ai une question d'un internaute, Jean-Baptiste Asler, qui demande si le flegme fait-il office de psychorigidité ou de snobisme? Le flegme n'est pas forcément de la psychorigidité. Le flegme, sinon, on va pouvoir caractériser. Comment? Est-ce que c'est vrai que les 2, que ce soit Stromberg ou Drax, qui sont quand même un certain flegme quand même? Oui, ça peut passer pour du flegme de prime abord, mais on est clairement dans quelque chose de plus pointu, de plus aigu et de plus pathologique. Le flegme, c'est James Bond, ou le Bond de Roger Moore, on va dire. Là, ça, c'est un exemple de flegme. Ils ont du flegme, c'est qu'ils cachent leur psychorigidité derrière le flegme. Exactement, Eric, bien vu. Damien, c'était la seule question qu'on avait des internautes sur cette chronique. Oui, il y avait aussi, on avait dit station, tu veux dire repère, et on dit le complexe parce que Drax a beaucoup de repères en fait dans le truc, mais sinon voilà, pas trop de. On dit plus bravo pour la chronique. Ouais. Eh bien, merci Dominique. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces analyses psychologiques chaque semaine sur notre chaîne YouTube Planète 007 Live. Hier a été mise en ligne l'analyse de psycho du Docteur No. Alors maintenant, c'est un moment fort. Je vais prendre une voix tremblante et solennelle. Je sens Damien tendu, Damien stressé, mais un Damien bientôt libéré pour sa nouvelle chronique. L'instant gastro par Damien. Eh ben écoute, pour l'instant gastro, lâche-toi. Jingle. Cette semaine, je vais me pencher un peu sur le champagne, parce que le champagne et James Bond, c'est une grande histoire d'amour. En effet, nous voyons dans tous les films notre agent préféré consommer ce délicieux nectar. Mais pour commencer, d'où vient le champagne ? La version mousseuse du vin de champagne a été découverte par hasard. Tout a commencé lorsque les viticulteurs champenois ont essayé d'imiter les vins de Bourgogne.
Cependant, ils n'y sont pas parvenus, dû à l'hiver froid dans cette région qui entraînait l'arrêt de la fermentation des vins, entreposés dans les caves. Le climat froid permettait aux cellules de levure dormantes de se réveiller de nouveau au printemps et à recommencer à fermenter, provoquant la libération de gaz carbonique qui s'échappait du vin dans la bouteille. Dans un premier temps, les bouteilles étant fragiles, elles éclataient, mais celles qui avaient survécu contenaient du vin mousseux. Si vous avez des questions sur la fermentation alcoolique ou ça, je serais prêt à vous répondre. Je connais le principe. Sur les alcooliques. C'est bon, ça ira. Pour moi, je suis déjà à la pointe. Sur les alcooliques, non. Sur la fermentation, pourquoi pas. Bon, ça, je serai à votre disposition. Donc, en fait, il faut savoir que c'est Dom Pérignon, oui, vous avez bien entendu, Dom Pérignon, celui même qu'il ne faut pas consommer à plus de 3 degrés selon 007 dans Goldfinger, qui commença la production des vins de champagne en 1668. Il est l'inventeur de la deuxième fermentation en bouteille, ce qui fait de lui sûrement le fondateur du champagne, tel qu'on le connaît actuellement. Dom Pérignon fut aussi le premier vigneron à produire un vin blanc avec des raisins noirs. Dom Pérignon développa la méthode traditionnelle réglementée. Pour la petite histoire, Dom Pérignon, c'est la contraction de Dominicain Pérignon. Vu qu'il était un moine dominicain, son nom fut utilisé pour créer la cuvée Prestige de Moët et Chandon, le champagne que consomme Bond dans les films Éon de James Bond contre Dr No jusqu'à L'espion qui m'aimait. Le Bollinger, donc plus particulièrement celui qui est consommé à partir de Moonraker, et jusqu'à aujourd'hui, même s'il consomme du Bollinger dans Vivre et laisser mourir, la maison Bollinger fut fondée en 1829 par Paul Renondin, Jacques Bollinger et le comte Athanase de Villemont. Bollinger est une des grandes et dernières maisons de champagne indépendantes. James Bond a bu indifféremment la cuvée spéciale non millésimée, la grande année millésime. Le principal cépage du Bollinger, c'est le pinot noir, environ 60%, le reste étant du chardonnay. Le cépage, pour ceux qui ne savent pas, c'est la variété du raisin. Pour ce qui est du champagne utilisé dans la littérature, bon, vous remarquerez que je passe assez rapidement dessus, n'étant pas moi-même un grand spécialiste des 007 en livre. James Bond aura une consommation beaucoup plus variée. Bollinger n'apparaîtra que dans Les Diamants sont éternels. Le Dom Pérignon n'apparaît que dans Moonraker. 007 consommera également dans les livres du Krug, dans Au service secret de Sa Majesté, du Tétinger, Casino Royal, Moonraker, 007 à New York, et également dans Au service secret de Sa Majesté, de la Veuve Clicquot dans Casino Royal, Opération Tonnerre et Les Diamants sont éternels. Il boira aussi du Pommery, et uniquement dans un seul ouvrage qui sera Goldfinger. Vous remarquerez que James Bond a des goûts bien variés en termes de champagne dans la littérature, bien entendu. Dans les films, les contrats publicitaires, et particulièrement à partir de Moonraker, ont obligé James Bond à consommer uniquement du Bollinger. Mais ça reste une très grande et une très belle maison de champagne. Voilà. Merci Damien, merci. Intéressant. Est-ce qu'il y a... je vais te remettre ta contribution. Est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux? Alors, écoute, du coup, je vais vraiment... tac. Bravo pour ta chronique dans ça, c'est Dominique. Courez voir les analyses de Dom Pérignon 007. Au purée Damien, je pensais que tu allais nous faire une chronique sur les romans. Bien vu. Je parle un peu des romans, du coup j'étais obligé de chercher. Je remercie Guy d'ailleurs parce que Guy a été un profond support pour moi. Et oui, Guy t'a permis de te faire partager ses connaissances sur ce précieux nectar. Exactement. Oh, on se prit une cuite, hein, tu peux pas savoir. Pour la connaissance technique, disons que c'était mon métier avant, donc du coup forcément, c'est pour ça que je vous disais que si vous aviez beaucoup de questions sur la fermentation, tout ça, j'aurais pu facilement y répondre. Après, sur la partie roman, c'est vrai que Guy m'a beaucoup aidé, donc voilà, je le remercie beaucoup. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. J'étais très stressé, j'espère que ça s'est pas trop mal passé. Donc... Non, c'est très bien, c'est très bien. Tu as été parfait, comme dirait l'autre. Damien, merci pour ce moment. Et après ce cours sur le champagne, ce n'est pas le moment de buller, car maintenant c'est à José de nous parler de la BO en 5 minutes, douche comprise. Parler ou aborder Moonraker, le film, sans évoquer la bande originale de John Barry, serait un non-sens. Le but ici n'est pas de faire une analyse complète et exhaustive de son œuvre, car d'une part, je pense que nous y passerions la nuit, et d'autre part, je pense que ça n'apporterait pas grand-chose à qui que ce soit, car une analyse est par essence subjective.
Nous allons donc aborder la piste musicale sous l'aspect d'anecdotes et de points de repère. En préambule, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de John Barry pour le film qui resta pendant longtemps le plus cher de la saga était de composer un opéra en 8 mouvements d'une durée pour en couvrir la totalité du film, c'est-à-dire peu ou prou 2 heures qui auraient pu tenir en 2 doubles vinyles. Un projet totalement fou et atypique qui fut rejeté aussi bien par Louis Gilbert que par Cubby Broccoli. Face à ce refus, Barry opta pour une composition classique que certains estiment à 50 minutes, dont 44 furent utilisées dans le film et seulement 30 éditées sur 33 tours et disques compacts. Il commença à composer la partition en janvier 1979 directement à partir du script. Barry, comme chacun sait, est un compositeur d'ambiance et non d'image. L'enregistrement eut lieu en France au studio Davout à Paris durant la deuxième moitié d'avril 1979. Alors pourquoi en France ? Car à cette époque, Barry était dans l'impossibilité de travailler sur le territoire britannique, étant en délicatesse avec le fisc de la couronne. Et surtout, Moonraker, ne l'oublions pas, était une coproduction franco-britannique financée à part égale entre Eon Productions et les artistes associés. En avril 1979 donc, Barry dirigea l'Orchestre symphonique de Paris et ses plus de 80 musiciens, plus un ensemble d'une vingtaine de chœurs au sein du studio A. Les arrangements furent effectués par Dan Wallin, qui travailla quasiment avec Barry durant toutes ses compositions des années 70, avant d'être remplacé par Nick Raine pour Dangereusement Vôtre et Tu n'es pas joué. Le mixage fut effectué sur console 16 pistes par l'ingénieur du son Roger Roche, une figure bien connue du quota musical français. Roche qui a travaillé sur les albums d'artistes aussi différents et éclectiques que Nougaro, Hallyday ou Sanson, ou Gainsbourg, ou Berger, ou Aznavour, j'en passe et des meilleurs. Pour vulgariser et simplifier un peu, l'enregistrement multipiste, 8, 16, 24, 48, permet d'avoir un rendu final d'instruments ou de groupes d'instruments à des niveaux sonores différents selon le mixage choisi. En ce qui concerne le style de cette bande originale, on peut dire qu'elle marque, dans le cadre bondien, une nouvelle orientation de Barry. Il opte définitivement pour une tendance qui sera la sienne pour les années 80 et 90, un abandon progressif des cuivres pour une utilisation de grands ensembles à cordes, en usant, sinon abusant, des ostinatos. Cette patte, on la retrouvera plus tard sur des films comme Quelque part de le temps en 1980, Out of Africa en 1985 ou Danse avec les loups en 1990, deux films d'ailleurs pour lesquels Barry fut oscarisé. Mais historiquement, ce style unique et si reconnaissable commençait déjà à apparaître dès King Kong en 1976, un film de John Guillermin, ou dans Les Grands Fonds de Peter Yates en 1977, un de mes films favoris. Cette musique plus symphonique atteindra son paroxysme avec Octopussy et surtout Dangereusement Vôtre. Mais pour en revenir à Moonraker, il convient de remarquer que pour la première fois, Barry utilise un synthétiseur, certes de manière marginale. Celui-ci sera programmé par Michael Modiker, qui travaillera 2 ans plus tard sur la partie électronique de la musique de Rien que pour vos yeux. Il convient de remarquer que pour la chanson thème de Moonraker, Barry utilise le même procédé que celle des Grands Fonds, à savoir une version standard en début de film et une version disco pour clôturer. Shirley Bassey et Donna Summer œuvrent sur les 2 titres. Mais puisque l'on évoque la chanson thème, elle fut composée par Barry sur des paroles de Hale David et fut enregistrée le 14 mai 1979 au studio Warner de Los Angeles avec 57 musiciens de l'orchestre Warner Bros. Au sujet des mauvaises nouvelles, beaucoup de fans de Barry et de Bond se demandent pourquoi Moonraker est une des rares BO qui n'a pas de version étendue depuis les rééditions successives de 2003 et 2009. Les enregistrements originaux sur bande ont tout bonnement été détruits suite au démantèlement progressif du studio Davout. Heureusement, les partitions existent toujours et un projet de réenregistrement fut tenté sans succès en 2015. Cet échec est lié à des questions d'ordre juridique, bien évidemment. Pour le moment, entendre le score complet reste un fantasme de fan, même s'il semblerait que la veuve de John Barry possède une copie des enregistrements originaux. Cette information n'a jamais été confirmée. Parmi les morceaux que les fans peuvent entendre sur la platine ou sur la baladeur, en qualité optimale et tels qu'ils furent enregistrés en 1979, on peut citer la musique du jeune Barrel, l'arrivée de Bond au château de Drax, la destruction des sphères à gaz, le détournement du Moonraker en début de film, ou encore la version du James Bond 10 propre à la chute libre, ce qui donne environ 15 minutes de film, sachant qu'il reste en théorie encore environ 6 minutes, dont personne ne sait rien. On peut supposer effectivement que ça correspond à des illustrations musicales de
la mort des associés de Drax ou encore de la scène de la chambre d'amour. Des scènes qui ne furent ou parfois pas tournées ou carrément coupées au montage. Pour terminer, une anecdote et pas des moindres, Moonraker fut le premier Bond mixé en Dolby Stereo, mais Lewis Gilbert n'a pas voulu ou su profiter des techniques de ce procédé révolutionnaire. Et la piste sonore fut mixée au montage final en version monophonique. Selon moi, cela lui fait perdre 50% de son impact, notamment lors des séquences spatiales. Barry en fut d'ailleurs particulièrement contrarié. Mais cela ne l'empêcha pas de revenir dans Octopussy en 1983, après le travail magistral en 1981 d'un certain Bill Conti. Et j'en profite pour ajouter que ce jour, 14 octobre, Roger Moore aurait fêté son 93e anniversaire. Et rappelons-le, lors du tournage de Moonraker, Roger Moore en avait 51. Et sur ce, Mathieu, je te cède la parole. Joyeux anniversaire, Roger et Sir Roger, vous nous manquez beaucoup. Damien, des réactions des internautes sur la chronique de José. Oui. Alors, du coup, il y a une question de Paul François. Une question, José. Pourquoi n'y a-t-il jamais un ou une chanteuse française pour interpréter la bande originale d'un Bond? Je ne sais pas, je ne suis pas intime avec la famille Brocoli. Peut-être parce qu'ils ont estimé que les chanteurs français n'avaient pas suffisamment d'impact musical, suffisamment de notoriété, suffisamment de groove. Par contre, cela dit, on aurait pu très bien envisager quelqu'un, par exemple, comme Johnny Hallyday, pourquoi pas, ou quelqu'un comme Véronique Sanson, c'est-à-dire des personnalités qui ont quand même du coffre, pourquoi pas pour interpréter la chanson d'un monde. Même si je pense que, essentiellement, les artistes qui ont été choisis pour composer les thèmes principaux étaient essentiellement, on va dire, plutôt anglo-saxons, puisque même Céline Dion n'a jamais été envisagée, ni de près, ni de loin. Sans déconner, Johnny Hallyday... Ouais, Pourquoi pas Ah, que tu me donnes le permis de tuer. Alors, et par contre, je fais une intervention tout de suite parce que heureusement Moonraker a été remasterisé en Dolby Stereo. Il a été encodé au moment de sa projection en salle de cinéma en Dolby Stereo. Par contre, la piste sonore, elle, a été encodée en mono sur le film et elle le restera. Les enregistrements ayant été détruits, on n'aura jamais une qualité sonore sur Moonraker qui sera digne de ce nom. Sauf si un jour on remet la main sur les sésames précieux. Ou si jamais la veuve Barry décide de mettre à disposition les copies qui existent. Bon, après, comme je l'ai dit, si c'était le cas, je pense qu'on aurait déjà mis la main dessus. Bon, moi je pense que ces copies n'existent pas. La veuve Barry et non la veuve Clicquot pour faire le lien avec la chronique de Damien. Damien. D'ailleurs, donc il y a Laurent Perriot, que je salue. Heureusement, Moonraker a été remasterisé en Dolby Stereo depuis. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Du coup, j'ai quand même lu son commentaire. François, justement, qui pose une question. Pourra-t-on entendre un jour la chanson de Moonraker par Johnny Mathis? Aucune idée. Aucune idée. Ouais. A-t-elle seulement été enregistrée? Oui. Et il y a Steve Ketterlin qui propose Mireille Mathieu pour faire un petit peu. Ouais, pourquoi pas? T'as bien proposé l'idée, Mireille Mathieu, c'est pas pire. Hein, donc, je vois Eric qui se met la main sur la tête en entendant ça. Guy, c'est pas Mireille Mathieu qui avait adapté la chanson en français de 1967 de Look of Love. Il faut demander à François justement. C'est ça. Ah, il me semble, ça me parle. Hein. Oui. Je ne pourrais pas te dire, je n'en ai pas la moindre idée. Ah, j'avoue que je suis. Moi, je pense que c'est Mireille Mathieu qui chante en français. Alors, merci José, merci pour cette chronique et puis on te retrouvera dans une prochaine émission pour 5 minutes douche comprise. Alors ce soir, effectivement, c'est un peu spécial, c'est le grand dépucelage des liveurs. Alors il y a le dépucelage d'Eric, il y a le dépucelage de Damien et ce soir, c'est le dépucelage de Guy aussi qui nous parlera maintenant des adaptations de Moonraker dans sa nouvelle chronique, un Bond dans la culture. Jingle. Go. Donc, alors, le troisième roman de James Bond, Moonraker, sort en 1955. Il sera traduit en français en 1957 chez Gallimard sous le titre En troupe dans l'azimut. Et la traduction est signée Bruno Martin.
Il ressortira encore en 2008 sous le titre Moonraker aux éditions Bragelonne, mais avec une traduction nouvelle faite par Pierre Pével. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le roman, bon, je fais un petit résumé. Hein. Donc, en fait, le riche industriel Hugo Drax a décidé d'offrir à la Grande-Bretagne un missile balistique nucléaire, le Moonraker. James Bond est chargé de le protéger. Mais il s'avère que Hugo Drax est en fait un ancien nazi qui veut se venger de la Grande-Bretagne en faisant exploser son missile sur Londres. L'agent secret, aidé de Gala Brandt, qui est une agent de la MI5, parviendra à déjouer le plan de son ennemi. Il y a très rapidement une première adaptation du roman qui est faite à la radio et en Afrique du Sud. L'adaptation a été faite entre 1955 et 1958. On n'est pas certain de la date. Et le rôle de James Bond est confié à Bob Holness, qui est un présentateur de radio et de télévision, occasionnellement acteur. Cette émission n'avait pas été enregistrée, a priori, et donc malheureusement, elle est perdue à tout jamais. Les lecteurs du Daily Express, ils peuvent découvrir Histoire Moonraker en comic strip du 30 mars 1959 au 8 août. Et cette BD, elle a été publiée chez Titan Book, ici dans le premier volume Casino Royale, qui regroupe Casino Royale, Live and Let Die et Moonraker. Une autre adaptation, on la découvre au Chili, toujours en bande dessinée, hein, c'est ceci. Et c'est chez Zigzag. Zigzag, c'est une maison d'édition qui proposait de fin des années 60 à début des années 70 des aventures de James Bond. Il y avait des histoires inédites, mais également des histoires reprises des romans de Fleming. Et Moonraker paraît sous le titre Sabotage. Comme on a pu le voir, Sean Connery, celui qui donne le trait à James Bond, hein. Il n'y a plus rien pour Rich jusqu'en 1979. Et c'est là qu'on voit le film que tout le monde connaît. Hein. Le scénariste du film, Christopher Wood, il en écrit la novélisation qui sortira en français en 1979 aux éditions Fleuve Noir sous le titre James Bond et le Moonraker. Dans la novélisation, James Bond et Hugo Drax, ils ont l'aspect physique des romans de Fleming. James Bond a les cheveux noirs, les yeux bleus et une cicatrice. Drax, lui, il est défiguré comme dans le roman. Christopher Wood, il a supprimé certains passages afin de rendre l'histoire plus réaliste, comme par exemple tout le passage avec la bondole. Et la fin de l'histoire est aussi plus dramatique que le film. Lorsque le Moonraker, qui est piloté par Holly, rentre dans l'atmosphère, nos deux héros, ils risquent d'être brûlés. La navette risque d'exploser. Et Bond, après avoir abattu la dernière sphère de gaz, il s'évanouit à cause de la douleur. Le film va aussi connaître une adaptation BD en Argentine de la revue D'Artagnan. L'histoire ne fait que 15 pages et donc elle est très condensée. Il y a certains personnages qui disparaissent, comme par exemple le personnage de Corinne. En 1985, on a un livre illustré pour enfants qui sort. Malheureusement, on ne le voit pas bien. Ça, en fait, il se base sur le film, bien entendu, et on ne garde que le personnage de James Bond et d'Hugo Drax. Jaws et Holly, ils disparaissent. En 1989, on va faire un tour en Chine. On va voir un petit livre que je montre ici et un autre plus grand. En fait, le petit présente une case par page et un texte. Et le grand, c'est une bande dessinée traditionnelle. Mais malheureusement, la qualité du papier n'est vraiment pas bonne et les dessins, la qualité des dessins non plus. Mais bon, ça reste des curiosités. Plus rien avant 2012. Et là, il y a le jeu vidéo 007 Legend qui sort et qui reprend un extrait de Moonraker. Et dans ce jeu, Michael Lonsal et Richard Kill, ils reprennent leur rôle respectif. Ce sont eux donc qui prêtent leur voix à Drax et Jaws. Richard Kill, naturellement, c'est plutôt des grognements qu'il fait. Hein. Dans le jeu,
James Bond, il a le physique de Craig, mais c'est pas lui qui va se doubler, c'est Timothy Watson. Oh, attention, pas de se tromper avec Pas Timothy Dalton, hein. Dalton. Non, Timothy Watson, c'est pas du tout le même. En 2012 également, il y a l'audiobook qui sort. L'audiobook, bon, on sait, c'est quelqu'un de connu qui va simplement lire le livre. Bon, il faut avoir le temps parce que ça dure 7h28. Et c'est l'acteur Bill Nighy qui lit l'histoire. Donc, pour ceux qui n'aiment pas lire, comme Damien, c'est peut-être bien une opportunité. J'ai une question par rapport à ça. Et ce Bill, je ne sais pas comment, est-ce que c'est un James Bond au sens noble du terme? Non, en fait, non. Parce qu'il lit l'histoire. Hein. Il pourrait être Drax aussi. Il lit l'histoire. Ah, d'accord. Donc, c'est pas un James Bond. Pas comme David Niven, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. En fait, c'est un petit peu la Marlène Jobert de James Bond. C'est lui qui lit des histoires pour les grands enfants. Ah, oui, d'accord. Voilà. Il y a encore une dernière adaptation actuellement. Elle est sortie en 2018. Et c'est en fait une adaptation, pièce radiophonique encore, qui est tirée du roman. Dans cette production de Jarvis et Ives, c'est Toby Stevens, donc Gustav Graves dans Meurt un autre jour, qui interprète le rôle de James Bond. Il faut savoir que c'est déjà la 7e fois qu'il fait James Bond. Hein. Pour camper sur Hugo Drax, on fait appel à Samuel West. C'est un acteur de théâtre et de cinéma qui est très connu en Grande-Bretagne. Au théâtre, il fait surtout du Shakespeare. Et Gala Brand est interprétée par Catherine Kingsley. Pas connue du tout chez nous, mais encore une fois très connue en Angleterre. Pour le théâtre, elle a été 6 fois nominée aux Awards. Donc en fait, c'est pas n'importe qui qu'on prend comme acteur. Hein. Et grâce aux effets sonores, à la musique et au talent des acteurs, cette pièce est une réussite. Hein. Et franchement, pour ceux qui connaissent l'anglais ou qui connaissent l'histoire du roman, il faut l'écouter. C'est vraiment fantastique. Je veux rebondir là-dessus parce que tu parlais de Toby Stephens qui effectivement a interprété donc du coup 7 fois James Bond en 9 fois maintenant. Maintenant c'est 9. 9 fois, donc il a dépassé Roger Moore. Toby Stephens qui jouait Gustav Graves dans Meurt un autre jour, et le lien commun avec Toby Stephens et Daniel Craig, c'est que c'est le même doubleur français, Eric Herson Mackarel, qui doublait et Toby Stephens dans Meurt un autre jour, et qui double Daniel Craig depuis Casino Royale. Voilà pour la petite précision que vous avez. Voilà. Je te laisse continuer. J'ai terminé, c'est la dernière adaptation. Maintenant, je pense que la prochaine qui sortira, ce sera chez Dynamite, une bande dessinée. Parce que Dynamite, ils font des bandes dessinées depuis déjà quelques années, des histoires inédites, mais commencent aussi à faire les œuvres de Fleming. Il y a déjà eu Casino Royale qui est fait et Live and Die. Donc, logiquement, le prochain, ce sera Moonraker. Alors, merci de m'avoir écouté. Alors, avant de passer aux réactions des internautes, parce qu'il y en a, Eric, est-ce que tu apprends des choses ce soir? Oui, déjà, là, quand il secoue là, tous ces petits fascicules complètement rares, j'en avais pas entendu parler. Voilà, je savais que, je connaissais un peu le James Bond contre le Moonraker, j'étais dans la collection, là. Mais non, c'est fascinant, là, toutes ces petites adaptations asiatiques. Voilà. Ça montre l'étendue de la toile de James Bond dans le monde, quoi. Ouais, c'est incroyable. Oui, c'est assez incroyable, et je dois dire que j'avais un petit peu des étoiles dans les yeux quand tu nous montrais tes éditions, parce que Guy est un passionné de BD, de romans, de jeux vidéo sur Bond, toute, on va dire, la pop culture autour de James Bond, et il a une collection, et il nous permet de nous la partager un petit peu, et moi j'avoue que j'avais un petit peu des étoiles dans les yeux quand il montrait tout ça à l'écran. Damien, des réactions des internautes? Oui, alors, en fait, je pense ils sont à peu près comme nous. En fait, tout le monde est impressionné par la collection que Guy peut avoir. Oui. Là, vraiment, tout le monde est impressionné. Il y a plein de mots là-dessus. Ils veulent te proposer pour la grande librairie sur France 5. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de propositions. Et en fait, on en revient toujours au même sujet, mais Casino Royale 67 dans tout ça. Il n'a pas eu d'adaptation BD. Guy, moi, il y a un truc, parmi tout ce que tu as montré, il y a un truc que j'ai quand même.
Je l'ai juste sous le nez. Ah, voilà. Oui, je l'ai aussi. Voilà. Je l'ai aussi. J'en ai plusieurs de cette édition-là en version anglaise. J'ai- Et Damien, Ouais, si tu pareil. veux nous gruger et nous faire croire que tu as lu les romans, tu n'as qu'à acheter finalement les comic strips et puis finalement tu pourras presque nous faire croire que tu as lu les romans. Encore En fait, faut-il. il a déjà lu les deux qu'on a publiés. Encore Deux qu'on a publiés en faudrait-il, français. encore faudrait-il, Dominique, pour que ça fonctionne, que Damien comprenne l'anglais. Est-ce que tu comprends l'anglais? Oui, je le comprends, oui, un peu. Oui. Bon, bah tu peux gruger tout le monde. Sinon, tu demandes à Eric. Hein. Tu C'est demandes à Eric. incroyable, c'est C'est incroyable, incroyable, ouais. c'est Il faut la incroyable. traduction dans l'oreillette. Damien, est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non, vraiment, tout le monde taquine un peu Guy sur K0 67, mais vraiment tout le monde est impressionné. Hein. Il y a Steve, il y a Jean-Baptiste, il y a Paul François qu'on re-salue. Et qu'on va retrouver dans 5 minutes. Paul Ouais, François. exactement. Salut, Paul François. Il y a Laurent Perriot, enfin tout le monde est vraiment impressionné et tout le monde le taquine sur CR67, mais voilà, tout le monde est vraiment impressionné par ta collection, Guy, et tout le monde trouve ça très intéressant. Merci de nous avoir suivis pour cette première partie. Une petite page de pub et on se retrouve pour une deuxième partie avec la chronique de Paul François, un superbe objet sur Moonraker, 2 superbes objets, plus un troisième en option. Et ensuite, nous poursuivrons par le fameux débat. À tout de suite.